En cette année 2025, le Centre d'action interculturelle de la province de Namur, connu aussi sous le nom de CAI, fête ses 40 ans. ASBL héritière du Centre socioculturel des immigrés de la province de Namur, le CAI est l'un des centres régionaux d'intégration de la région wallonne. Pour marquer cet anniversaire, le CAI vous propose une série de 8 podcasts réalisés en collaboration avec l'Institut d'histoire ouvrière économique et sociale. Chaque podcast revient sur l'une des missions ou activités fondamentales de ce centre qui a placé le concept d'interculturalité au cœur de son travail. Plongez dans ces interviews croisées enregistrées entre le 18 septembre et le 10 octobre 2024. Dans ce deuxième épisode, nous donnons la parole à Réjeanne Frenet, ancienne travailleuse du CAI, et à Bernard Forget, collaborateur impliqué dans la mise en œuvre du parcours d'accueil. À celui-ci, en 2016, succède le parcours d'intégration et les étapes qui le composent deviennent obligatoires. Bonjour Réjeanne. Bonjour Bernard. Et donc peut-être une première question pour démarrer, c'est que tu puisses te présenter brièvement. Je suis donc Réjeanne Frenet. J'ai travaillé environ 1 an et demi au CAI il y a de cela une douzaine d'années. Donc on était dans les années 2011-2012. Précédemment, j'avais eu l'occasion de travailler, mais dans une autre fonction, dans un autre centre régional d'intégration, en première ligne, en service social. Mais au CAI, c'était exclusivement autour d'une mission qui venait d'être ouverte de coordination du dispositif d'accueil des primo-arrivants. Et donc, à l'époque, je venais de terminer un master en politique économique et sociale, où j'avais eu l'occasion de me doter d'autres outils de décodage et d'analyse de ces phénomènes et des logiques politiques sous-jacentes. Et je souhaitais pouvoir intervenir à un autre niveau, en tout cas quitter la première ligne et pouvoir travailler davantage en seconde ligne. Ok, et donc c'était déjà dans l'idée d'œuvrer ou de travailler différemment par rapport à l'évolution d'un contexte sociopolitique et l'envie de peut-être t'éloigner des fonctions de première ligne pour déjà commencer à travailler de manière plus globale ou avec un peu de recul sur cette évolution du secteur. Oui, précisément, c'était ça. Et du coup, c'est en quelle année que tu commences au CAI ? Alors, c'est en 2011, si mes souvenirs sont bons. Oui, 2011, qui est quand même déjà la période où on commence à parler d'un parcours d'accueil. Oui. Et donc toi, tu devais être dans cette actualité-là. Mais c'était assez nouveau, il me semble, à ce moment-là, qu'on parle d'un parcours d'accueil. Donc, précisément, je pense que jusqu'à ces années-là, on était dans de l'accompagnement de trajectoires, individuelles ou familiales, mais en tout cas de trajectoires. Je dirais que 2011, si mes souvenirs sont bons, marque davantage une volonté de structuration un petit peu des différents opérateurs sur les territoires. Et en tout cas, de permettre aux centres régionaux, en l'occurrence au CAI, de pouvoir avoir un interlocuteur fêtier un petit peu pour tout ce qui concernait ce public spécifique des primo-arrivants. En Wallonie, on était davantage traversé par des questions sur la logique qui allait prédisposer à la configuration du parcours en Wallonie. Moi, je n'ai pas connu le caractère obligatoire du parcours. En revanche, pendant les quelques mois où j'ai travaillé ici, c'était, je dirais 1 an et demi précisément de mise en place de la coordination des opérateurs sur les territoires. Donc l'idée, c'était vraiment à la fois de pouvoir envisager et construire les contours d'un premier accueil, mais d'autre part, de le faire par la mobilisation des acteurs historiques qui étaient déjà présents sur le territoire. Et il y en a, je le crois aussi, toujours beaucoup sur le territoire de compétence du CAI.
quand on arrive dans ces années-là, autour de 2011, et qu'on parle de dispositifs d'accueil, on souhaitait pouvoir garantir au niveau plus local, à l'échelle des territoires, un accès à toute personne primo-arrivante au départ de ses besoins. Donc on avait à la fois une préoccupation, mais qui était aussi relayée par le politique, qui était de pouvoir à la fois s'intéresser à la question des besoins en termes de formation, en français, en FLE ou en alpha, selon le profil des personnes. Il y avait aussi une préoccupation de mettre le pied à l'étrier en termes d'insertion socio-professionnelle. Et puis, au départ, des constats des opérateurs de terrain, de pouvoir aussi proposer aux personnes une première clé de décodage du mode de fonctionnement en Wallonie, sur un plan plus administratif notamment, mais aussi l'école du coin pour le petit, les services de santé, enfin voilà, à large spectre. Et j'ai beaucoup apprécié la méthodologie du CAI dans ce sens-là. On travaillait au départ de l'identification des besoins, voir un petit peu au départ des structures de terrain, de première ligne, ce qui ressortait en termes de besoins, pour ajuster l'offre de services en fonction de ces besoins. Et donc, au niveau du territoire de compétences du CAI, on avait un petit peu 5 sous-territoires, si je peux m'exprimer ainsi, au départ desquels ma fonction, en tout cas, consistait à mobiliser, fédérer, coordonner les opérateurs de terrain en regard des besoins. C'est intéressant, je trouve, d'entendre les 3 axes dont tu parles. Donc un axe de formation, un axe d'insertion socio-professionnelle, puis un axe de compréhension ou de décodage de la société dans laquelle on vit ensemble, finalement. Notre travail consistait à prévoir l'orientation des personnes, alors autour des 3 axes que je viens de citer, en tout cas vers les structures, les opérateurs adéquats en fonction des besoins. Donc en fait, les prémices du bureau d'accueil, c'était ça. Donc d'une part, c'était à la fois articuler cette première porte d'entrée au niveau des administrations communales et derrière coordonner les opérateurs en fonction des besoins identifiés. On était occupé en coordination avec les autres centres régionaux d'intégration, du reste, à créer des canevas, des templates qu'on allait partager et qui serviraient de documents de départ pour commencer ce parcours d'accueil au départ des bureaux d'accueil, donc des BAPA. Oui. Et alors, parce que tu parles des bureaux d'accueil, aujourd'hui, on le vit encore comme un enjeu fort, c'est la manière d'appréhender le territoire de la province de Namur. À l'époque, en 2010-2011, il y avait donc déjà des bureaux d'accueil, mais peut-être combien est-ce qu'il y en avait et comment est-ce que vous appréhendiez le territoire local? On a d'abord travaillé sur les 5 zones, donc Namur, Sambreville, Gembloux, Lorraine. On avait d'abord travaillé au départ des PCS, des plans de cohésion sociale. Alors certains d'entre eux avaient déjà toute une histoire active au niveau de cette politique d'intégration des personnes étrangères et avaient déjà développé des plis, des plans locaux d'intégration, qui étaient des instruments tout à fait adéquats pour qu'on puisse développer notre politique d'accueil à ce moment-là. Donc on travaillait soit au départ des PCS, soit au départ des plis, à la coordination donc des actions des différents opérateurs. J'ai souvenir qu'on a aussi eu l'occasion de mettre en place des initiatives concrètes, je pense, et qui étaient pertinentes. Et je crois qu'il fallait continuer dans ce sens-là, notamment de journées découverte des services, par exemple, ou autour d'une même journée. Je me souviens à Sambreville, avec des opérateurs avec lesquels on avait l'habitude de travailler, qui étaient fort efficaces. On avait
eu l'occasion de partager une journée avec les personnes primo-arrivantes sur la commune et autour d'un moment d'abord convivial, mais ensuite un petit peu plus structuré, de pouvoir doucement orienter les personnes vers ces services de formation, d'accueil, d'aide, de soutien administratif, social, etc. J'ai cru comprendre qu'après, ce sont les CRI, les centres régionaux d'intégration, qui ont été le bureau d'accueil. C'est ça. Mais donc effectivement, quelques années plus tard, les CRI étaient identifiés pour reprendre ces bureaux d'accueil, les organiser, les mettre en œuvre en collaboration avec les communes, mais qui finalement ont un rôle d'identification, de première identification. Ouais, simplement. Ok. Avec le centre d'accueil, alors, on avait déjà une plateforme de coordination de l'accueil au départ du PCS de Florène. Donc, PCS, ce sont les plans de cohésion sociale mis en place au départ des communes sur 4 axes. Alors, attendez, si mes souvenirs sont bons, il y avait sans doute l'axe apprentissage du français, formation en français. Il y avait un axe insertion socio-professionnelle, ça j'en suis sûre. Il devait y avoir un axe logement et j'ai oublié. Il y en avait 4 en tout, mais en tout cas, si, évidemment, le 4e axe, qui est basé sur le respect de la diversité, le vivre ensemble et c'est, et l'interculturalité, oui. Et donc c'est à travers effectivement des actions sur l'axe 4 des PCS qu'on a pu travailler. Mais du coup, parce que là, on évoquait un parcours d'accueil. Quand il y a commencé à y avoir un glissement, en tout cas dans les idées et dans les enjeux politiques, vers une idée d'obligation au moins partielle du parcours, toi, tu as dit que tu n'avais pas connu ça, mais tu étais peut-être là quand on a commencé à l'évoquer ou à l'envisager. Au regard des 3 axes dont tu parles, comment est vécue l'arrivée d'une éventuelle logique d'obligation ? Sur cette question d'obligation, pas obligation, sur le momentum dans lequel moi j'étais à ce moment-là, et où, à travers cet exercice d'objectivation des publics concernés ou pas concernés, au départ de la création du bureau d'accueil pour la ville de Namur, j'avais été assez décontenancée effectivement par le nombre de personnes accompagnées déjà par les opérateurs locaux et pour lesquels on voyait bien qu'ils ne ressortiraient pas du parcours d'accueil. Et il y avait quand même ces questionnements-là qui nous traversaient de dire mais est-ce que ce parcours d'accueil doit être exclusif ? Alors il y a la spécificité des besoins des primo-arrivants et qu'il faut entendre, et une prise en compte adaptée à ces besoins. Mais pour autre part, il y a toute une série d'autres personnes qui ne ressortaient peut-être pas de la définition au sens strict du primo-arrivant, donc un séjour temporaire de plus de 3 mois, de moins de 3 ans, mais qui étaient tout aussi potentiellement concernés, voire en demande d'un accompagnement. Donc voilà, ça c'était quand même des questions qui m'animaient beaucoup, qui faisaient quand même tension aussi. J'avais l'impression de voir se dessiner peut-être dans la mise en œuvre de la politique des choses qui questionneraient le sens que je mettais à ma mission. Ça, c'est une réalité aussi. Je dirais qu'en filigrane, pour avoir aussi travaillé dans d'autres centres régionaux, c'était des questionnements qui traversaient les équipes, des centres régionaux, avec certains CRI qui étaient peut-être davantage dans une approche... alors, comment je vais la décrire ? Je vais dire les choses plutôt dans l'autre sens. Je dirais plutôt qu'au CAI, j'ai toujours senti qu'il y avait un accent volontairement marqué sur la question des relations interculturelles, sur la question de comment les communautés installées sur le territoire concerné existent déjà, sont déjà présentes à travers tout un réseau d'associations, et comment, indépendamment des politiques spécifiques de l'accueil ou de l'intégration ou migratoire au sens général, c'est bien au départ et avec de ces communautés-là et de ces
associations-là qu'on travaille. C'est le cas dans les autres centres régionaux, mais parfois avec des accents plus marqués, l'un ou l'autre centre régional, sur des logiques, je dirais, qui relèveraient davantage de l'état social actif, de la question de droits et devoirs, de la question d'activer quand même les personnes. Alors, c'est là que je ramène ça à cette question d'obligation de parcours, qui est qui était à l'époque une toute vraie question, et de dire, OK, si on pousse la logique d'obligation de parcours, mais que se passe-t-il là si la personne ne respecte alors pas les devoirs, entre guillemets, qu'on lui demande, que se passe-t-il si elle ne peut pas, parce que moi j'ai accompagné quand même beaucoup de familles et de personnes qui avaient besoin de plus de temps, qui avaient leur propre temporalité. Un parcours d'exil, c'est pas... Enfin, les personnes vivent des traumas, les personnes doivent continuer à vivre, mais réapprendre à le faire dans des contextes qui sont quand même diamétralement différents. Et puis, il y a... Je crois que cette question du temps et du respect des temporalités des uns et des autres, elle n'est pas toujours évidente à prendre en compte dans une logique de parcours institué. Et donc, moi, ça me questionnait. D'un autre côté, structurer un parcours, quelque part, c'est devoir y mettre les moyens. Donc, c'est toujours cette, j'ai envie de dire, cette tension, et c'est pour ça que je parlais d'état social actif tout à l'heure, entre la question de la responsabilité individuelle, les droits et surtout les devoirs, et la responsabilité collective de l'État institué, et la question derrière du vivre ensemble. Je peux imaginer qu'à cette époque-là, 2010-2011, quand on voit l'État se saisir de manière plus franche et plus officielle du parcours d'accueil, alors il y a cette question de l'obligation qui peut, j'imagine, très vite tendre les débats parce qu'on n'est pas forcément d'accord avec cette idée-là. Mais par contre, voir l'État s'en saisir, ça veut dire voir l'État y mettre des moyens. Oui. Parce qu'une politique d'accueil et d'intégration nécessite à un moment donné qu'on mette les moyens de ses ambitions. Oui. Et donc, je suppose qu'il y a quelque part du positif là-dedans. C'est, enfin, on va peut-être se construire une politique d'accueil et d'intégration, mais il y a un revers à la médaille qui est très vite, en fait, cette notion d'obligation qui se présente. Et en fait, elle a été mise en œuvre 4-5 ans plus tard, il me semble. Alors sans... Il y a toute la question des sanctions et tout, et ça, j'en parlerai. Ça s'est confirmé, ça a pris des formes diverses, mais c'est là. Il y a déjà eu l'obligation avant que les sanctions n'arrivent, en fait. Et donc l'obligation, en fait, elle est arrivée assez vite. Et ça devait, j'imagine, être tout à fait présent dans les débats, dans les discussions et dans les réflexions. Oui, tout à fait. Et donc, tant à l'échelle du CAI, du centre régional ici, que de manière générale dans le secteur. Donc, alors, tout n'est pas tout blanc ou tout noir. Je pense qu'il faut nuancer. Je crois que c'est logique, à partir du moment où on met des moyens pour des services de qualité, effectivement demander que les personnes puissent elles aussi s'engager dans un parcours de formation. D'un autre côté, je pense qu'il y a une question, encore une fois, de moment. Donc on est passé d'une logique trajectoire individuelle à une logique de parcours institué. Moi, j'avais beaucoup accompagné les trajectoires individuelles par le passé, et je pense sans prétention, mais avoir eu l'occasion de me rendre compte comment c'était à géométrie variable d'une famille à l'autre, d'une personne à une autre, et comment le respect de ces temporalités était garant à terme vraiment d'une bonne intégration et d'un épanouissement des personnes. C'est-à-dire de pouvoir aussi soi-même pouvoir se saisir des outils mis à disposition.
Je préférais voir une personne étrangère arriver au moment où elle était prête pour ça chez un opérateur de lire-écrire ou voilà, un opérateur de langue, de français langue étrangère ou d'alpha, qu'à un moment dicté par l'État parce que sur sa carte jaune, il y a écrit que c'est à partir de tel moment. Donc, alors c'est compliqué, c'est évidemment compliqué. Maintenant, je ne jette pas la pierre, je ne suis pas étonnée d'avoir appris par après que l'obligation de parcours a été instituée. Je m'en réjouis pour les moyens qui ont pu être associés à cette démarche-là. Mais voilà, je venais de la première ligne et j'avais quand même du mal avec ça. Oui, mais et je rebondis sur quelque chose que tu as dit précédemment. Tu disais l'ADN du CAI, c'est de toujours être parti des besoins des personnes. Ouais. Et je pense que c'est encore le cas aujourd'hui. Ouais. Mais quand on a cet ADN-là, il peut être d'autant plus compliqué d'envisager l'arrivée d'une obligation sur un parcours d'accueil et d'intégration pour des personnes qui, comme tu le dis, en termes de moments, il est clair que le parcours d'intégration à l'instant T qui est obligatoire, c'est parfois pas le bon moment du tout pour certaines personnes qui sont pourtant soumises à l'obligation de... Aujourd'hui, c'est clair qu'on se retrouve confronté à des personnes obligées, mais quand on les rencontre, on se dit il faudrait juste le laisser tranquille pendant quelques années, le temps qu'il se pose suite à tout ce qu'il a vécu. Ce débat-là est toujours présent aujourd'hui. Je me doute bien, et à mon avis, enfin je ne sais pas, mais là, du coup, je pense aux travailleurs, aux équipes de première ligne. C'est des logiques qu'on retrouve dans beaucoup de métiers de l'accompagnement, alors en l'occurrence interculturel, mais je dirais l'accompagnement social, voire médico-social, tous ces métiers de l'accompagnement, enfin les sociologues des professionnalités ont mis un petit peu ça à jour, cette tension permanente entre à la fois soutenir, accompagner, prendre soin, voilà, parce qu'un public est identifié comme fragilisé. J'estime que c'est le cas des personnes notamment en demande de protection internationale. Et d'autre part, de devoir malgré tout rentrer dans les clous d'un décret qui prévoit que... Et il y a une obligation derrière. Et je pense que, alors c'est sûrement pas facile pour les personnes elles-mêmes, les personnes étrangères et notamment primo-arrivantes elles-mêmes, mais ça n'est pas non plus facile pour les travailleurs de première ligne qui, eux, sont dans cette tension permanente, cette tension, à mon sens, qu'on retrouve chez les travailleurs de l'accompagnement en général, cette tension que l'on retrouve entre droit et devoir, cette question de l'obligation et en même temps l'accompagnement. Donc on retrouve ça dans toutes les politiques sociales qui ressortent de l'État social actif. Mais ces dernières années, et ça c'est une vraie préoccupation chez moi, l'État prend des couleurs très sécuritaires. Et là, je m'interroge, mais vraiment, dans mon métier d'aujourd'hui aussi, et dans mon implication, peu importe citoyenne ou peu importe, je suis vraiment extrêmement préoccupée par la couleur que prend la logique sous-jacente aux politiques, notamment à destination des personnes étrangères. En Wallonie, sûrement. En Belgique, malheureusement, d'autant plus. Et en Europe, vous lisez l'actualité comme moi. Donc moi, je continue à penser que les centres régionaux d'intégration, qui sont un acteur clé du vivre ensemble, parce que c'est d'abord de ça dont il s'agit. Alors, on ne va pas ici faire le grand débat, mais les migrations continueront. Les flux migratoires existent. Ils sont amenés à malheureusement se diversifier avec la question environnementale et du réchauffement climatique. Ça polarise les opinions. Enfin, voilà, vous avez vu les résultats des dernières élections, comme moi, tant chez nous en Belgique que chez moi en France. Oui, je suis française. Que chez moi en France, malheureusement, et à l'échelle européenne. Vous voyez ce qui se passe avec... les dirigeants polonais aujourd'hui. Donc pour moi, on doit continuer à cet exercice d'équilibriste qui consiste à rester attentif à la prise en compte des personnes fragilisées par les migrations, parce qu'il faut le dire et le répéter, on ne vient jamais la fleur aux dents traverser la Méditerranée ou s'échouer. Et en même temps, pouvoir, il y a tout ce travail d'expliquer, d'objectiver,
de donner à voir la réalité des questions migratoires. Oui, et sur cette question d'état social actif, oui, je partage tout à fait ce que tu constates. Ici, lorsqu'on est dans les débats sur le vécu de l'équipe, etc., et c'est vrai qu'on parle au-delà de ce qui est difficile dans le cadre du parcours d'intégration, on parle de la crise du travail social plus globalement. Qui est là un outil de cet État, mais un outil mis à mal aujourd'hui, de par les conditions dans lesquelles on demande de travailler, les exigences qu'on demande aux travailleurs de mettre sur les personnes, et donc c'est une pression qui est transmise de l'État aux travailleurs et du travailleur à la personne, avec systématiquement, que ce soit dans l'intégration ou ailleurs, dans les CPAS ou n'importe où en fait, il y a ce climat global dans le travail social qui évolue, avec une logique socio-économique, mais je dirais même économique derrière, qui est qui peut fonctionner, et celui qui ne peut pas fonctionner, on va essayer qu'il puisse quand même fonctionner économiquement parlant, c'est-à-dire le mettre à l'emploi coûte que coûte, etc., etc. Et donc c'est quoi? C'est des logiques financières, etc., qui sont là derrière. Et ce que vous avez vécu dans le cadre du parcours en 2010, c'est un peu le moment où ces questions-là sont arrivées dans le secteur intégration-migration. Tout à fait. Il me semble. Tout à fait. Je le vois vraiment de cette manière-là. C'est effectivement malheureusement un mouvement qui va croissant. Parmi toutes ces personnes, on a un nombre significatif de personnes pour qui cette obligation ne pose pas de souci. Parce qu'en fait, c'est un nombre important du public qui nous dit « mais moi je suis super content de vivre ce parcours ». Ce qui est peut-être presque comique là-dedans, c'est que ces gens-là nous disent « mais obligation ou pas, je serais venu ». Parce que ça m'intéresse. L'obligation, elle a peut-être apporté aux centres régionaux d'intégration et au CAI le fait qu'on a nous développé une bonne communication, on est vigilant à informer tout le monde, on travaille avec les communes pour s'assurer que les agents communaux puissent bien transmettre. Donc, du fait de l'obligation, comme on l'a dit, on s'est donné des moyens, sans doute, et donc on a été plus loin, et donc je pense qu'on touche plus de monde. Et donc, dans tous ces gens, une immense majorité est contente d'être là et le suit sans problème. Là où il y a beaucoup de questions, et ça rejoint vraiment ce que toi tu soulignes, c'est, je donne des chiffres tout à fait approximatifs, sur environ 1000 personnes qu'on va accompagner par an, 900, pas de souci, ils sont là, et quand bien même il n'y aurait pas d'obligation, ils seraient là. Quid des 100 restants? Pour ceux-là, le moment n'est pas bon. C'est pas de parcours ou de citoyenneté ou de droits et devoirs qu'il faudrait leur parler, c'est juste de refaire le point sur ce qu'ils ont vécu, des drames humains, etc., et juste se poser et, entre guillemets, qu'on puisse les laisser tranquilles 1 an, 2 ans, 5 ans s'il faut. Et là, avec cela, c'est compliqué parce que l'obligation, elle est valable pour cela aussi. C'est là qu'humainement, cette notion d'obligation, là, elle pose problème parce que y a une partie du public qui n'est pas pris en compte, ou en tout cas qui n'est pas considéré dans ce qu'il est et dans ce qu'il a vécu. D'abord, je me réjouis d'entendre qu'avec le recul, les évaluations qui ont été menées depuis plusieurs années, on se retrouve plutôt sur une proportion de 90% de personnes preneuses, ravies. D'abord, ça veut dire que vous travaillez bien, que les choses sont bien faites. Ensuite, ça veut dire que les opérateurs de première ligne sont toujours là et eux aussi ont monté en pertinence. Et je vous dis, tout n'est pas tout noir ou tout blanc. La question, c'est les logiques qu'il y a derrière. Et avec la toile de fond qui se dessine aujourd'hui, je ne peux pas m'empêcher de garder ma vigilance initiale. Tu disais, Réjeanne, que quand tu étais en poste, tu sentais venir des possibles sanctions pour les primo-arrivants qui ne pourraient pas ou qui ne feraient pas ce parcours tel que prescrit. Et puis, en fait, Bernard a sous-entendu qu'effectivement, aujourd'hui, on en est à l'heure des sanctions. Mais moi, j'étais assez vite en tension par rapport à ce qui sait devenir une obligation. Parce que il me semblait que ça dépossédait la personne de son propre libre arbitre là-dedans et de sa propre pouvoir d'agir là-dedans. Donc ça m'avait mis en tension parce que à plus long terme, je me disais, mais à partir du moment où on organise un parcours institué
à destination d'un public défini légalement. Qu'est-ce que ça veut dire en termes d'accès aux droits ultérieurement, plus tard dans son séjour en Belgique, s'il n'a pas pu ou su, pour des raisons X et Y, rencontrer le prescrit initial. J'imaginais très bien qu'un jour, on puisse être bloqué à un moment donné, quelques années plus tard, dans une demande, par exemple, de naturalisation, si on n'avait pas le petit cachet qui atteste de ce qu'on a suivi, un parcours d'accueil de A à Z dans les étapes qui étaient prescrites. Et donc effectivement, la sanction aujourd'hui, elle est là. Alors nous, on ne la met pas en œuvre, mais on doit agiter cette question de la sanction. Et donc la menace existe auprès des personnes. C'est clairement le côté un peu sombre de la fonction, c'est certain. La sanction, elle n'a pas été mise en route tout de suite en même temps que l'arrivée de l'obligation. Il y a eu un décalage. Il faut savoir que maintenant, il y a un agent sanctionnateur qui a été engagé à l'administration wallonne, qui est en charge du suivi de tout ça, qui a accès à une partie des informations concernant le public que nous accompagnons pour qu'il puisse mener son travail. Le parcours doit être suivi dans certains délais. Et pour les personnes qui dépasseraient ces délais, on a des possibilités d'explication de la situation avec des délais supplémentaires qui peuvent être donnés. Ça, c'est évidemment quelque chose qu'on utilise énormément. Et c'est quelque chose dans lequel nous, on vient couler tous les éléments et toute la dimension humaine de l'accompagnement avec, pour telle personne, impossibilité de suivre le parcours, problème de santé, y compris problème de santé mentale. Pour telle personne, garde d'enfants en bas âge, il ne pourra pas se rendre disponible. Pour tous ces éléments, voilà, il y a des acceptations qui sont faites. Donc, on peut recevoir des prolongations de délai pour les personnes poursuivre leur parcours. Arrive un moment, quand même, où il faut arriver à mener son parcours à terme. Si c'est pas le cas, on va effectivement vers des sanctions. Alors, tout ça est très organisé. Déjà, et heureusement, je dirais que c'est 1% du public. Donc, c'est au regard de tous ceux qu'on accompagne, c'est extrêmement rare. Dans ceux pour qui ça arrive, alors comme dans tous les secteurs, il y a des personnes peu volontaires qui ne prennent pas conscience des enjeux de l'accueil et de l'intégration ou qui n'ont pas envie de faire l'effort, etc. Alors pour ceux-là, il y en a quand même parfois où on se dit tant pis, on laisse l'administration faire son boulot, ça va peut-être les amener à se mobiliser, et parfois c'est le cas. Et puis il y a d'autres situations où humainement, jusqu'au bout, on n'est pas d'accord parce que une personne va vers la sanction alors que des éléments dans son dossier nous font penser qu'il faut juste la laisser tranquille, arrêter de l'ennuyer, ne surtout pas la menacer d'une sanction financière. Voilà, il y a encore quelques cas où on va quand même vers la sanction financière. Là, je dirais qu'on n'est pas d'accord, mais qu'on ne sait pas faire grand-chose d'autre. Nous, on peut argumenter un dossier en tant que travailleurs sociaux qui ont accompagné la personne et qui la connaissent. Lorsqu'on estime que ça le justifie, on écrira, on alimentera le dossier en expliquant que pour nous, il n'y a pas à sanctionner cette personne, qu'il y a des raisons humaines qui permettent aisément de comprendre qu'elle ne suive pas son parcours, mais que les cases à cocher pour être dispensées n'ont pas pu être cochées, mais peut-être parce qu'elles sont mal pensées ou qu'elles ne sont pas complètes, et que nous, on dit que là, malgré tout, désolé, il faudrait juste la laisser tranquille. Alors après, l'administration, elle fait pas, c'est elle qui voit, et en général, elle suivra la loi, mais voilà. Clairement, là, il y a des situations qui, humainement, ne sont pas confortables pour personne. D'abord pour la personne et puis pour l'équipe. Donc, il y a eu ce parcours d'accueil que toi, tu as connu. Pas obligatoire dans un premier temps, mais rapidement, en fait, une première partie devient obligatoire avec un premier bilan social, quelques premiers rendez-vous. Il y a un premier décret qui est rédigé et puis ce décret rapidement, lui, il amène la notion d'obligation et il dit ok, maintenant il y a parcours d'accueil, mais la première partie, ça, elle est obligatoire. Ce qui n'était pas obligatoire au début, c'est d'aller suivre des cours de français, la citoyenneté, etc. Mais assez vite quand même, et c'est en 2016 que toute cette deuxième partie devient obligatoire aussi. Alors après, il y a tout ce qui est notion de parcours volontaire. Donc assez rapidement, on a commencé à distinguer au niveau des politiques publiques le parcours obligatoire et le parcours volontaire.
l'idée du parcours volontaire, c'est de dire qu'au-delà des personnes obligées de suivre leur parcours d'intégration, le dispositif parcours d'intégration est ouvert à toute personne qui souhaiterait le suivre. C'est ça. Et ça, nous, c'est une nuance à laquelle on s'accroche évidemment. Et on dit, mais ça, c'est très important. Et bien sûr que nous, on va tout faire pour recevoir et rencontrer les personnes qui le suivent sur base volontaire, en essayant de ne pas donner la priorité à un obligé parce qu'il est obligé. On essaye de donner la même possibilité de le suivre à toute personne qui est intéressée de le suivre en province de Namur. Alors, je ne sais pas comment était l'équipe à l'époque, mais l'équipe première ligne dans le cadre de ce parcours s'est considérablement renforcée. Aujourd'hui, c'est 8 personnes sur le parcours d'intégration. Bravo. 4 ou 5 personnes sur l'insertion socio-professionnelle, qui est quand même pensée en lien avec ce parcours. Et donc, voilà. Et donc, quand on parle des bureaux d'accueil que nous avons repris, on a effectivement des collègues délégués pour chaque bureau d'accueil. D'accord. Donc, il y en a un qui s'occupe de Jean-Blou, un qui fait Dinan, un qui fait Ciné, un qui fait... Voilà. Beau travail. Voilà, oui. Donc ça, c'est le côté peut-être positif ou l'effet plus pertinent. À partir du moment où on a décidé de construire une politique d'intégration, il a fallu s'en donner les moyens. Et au niveau des centres régionaux, ces moyens ont permis le renforcement des équipes de première ligne. Là où la réalité reste plus difficile, et dans ce que toi tu as décrit, j'entendais que c'était déjà présent, c'est au niveau des acteurs locaux et des associations qui vont travailler avec nous pour donner des cours de français. C'est tous les partenaires du réseau qui se donnent sur l'ensemble du territoire de Namurois pour essayer de répondre aux besoins des personnes, d'avoir des places dans les cours de français, d'avoir des places dans les formations à la citoyenneté. Mais c'est pas simple. Les politiques de financement sont pas évidentes. Il y a beaucoup de règles à respecter, des exigences. Et donc là, c'est peut-être plus difficile. Et c'est aujourd'hui... Nous, on continue au CAI d'être très attentifs à ce qui se passe dans le réseau et d'essayer autant que possible, via des fonctions qui ressemblent en fait à celles que toi tu as occupées, à mon avis. Donc on a des collègues dont le boulot, c'est vraiment d'aller travailler avec le réseau local, à Jean-Blou, à Florène, etc., pour construire avec les partenaires une offre de qualité qui réponde aux besoins des personnes au niveau local. On a encore aujourd'hui des personnes qui, là où elles vivent, elles ne peuvent pas suivre de formation, elles doivent se déplacer. Mais alors parfois certains travaillent, ont d'autres occupations, il y a des enfants en bas âge et tout ce qu'on veut. Et donc ça reste quelque chose de difficile. Et puis vous avez toute la spécificité aussi de votre territoire avec la ruralité quand même. Je suppose que c'est lié à ça. Quoi. Bien sûr, c'est lié à ça. Et donc c'est la spécificité du Namurois, c'est d'avoir le monde rural et le monde urbain sur une même province, parce que Namur est quand même une grosse ville wallonne. Mais donc effectivement, dans toute la partie rurale, des gros enjeux de mobilité, d'offres de services, où là, par contre, les politiques d'intégration qui ont amené des financements, peut-être qu'elles ne percolent pas suffisamment et que les moyens ne sont pas suffisants dans le monde rural. Là, on n'arrive pas tout à fait à ce qu'il faudrait pouvoir offrir pour qu'en fait un Namurois ou un Rochefortois puisse suivre le même parcours d'intégration dans des conditions similaires. Aujourd'hui, ça, c'est pas tout à fait garanti. Non, celui qui vit à Rochefort, il a moins de chance et il aura beaucoup moins de facilité pour suivre son parcours d'intégration. Mais j'entends que ça, c'était dans les territoires d'accueil que toi tu as donné, c'était déjà des préoccupations de l'époque. Oui, disons, effectivement, moi, le souvenir que j'ai, c'est que c'était vraiment à géométrie variable, où on avait pour part une vraie volonté locale de mise en place d'actions pertinentes avec les associations locales et au départ, des constats de terrain. Versus des terrains plus difficiles. Alors et puis je vous dis, ça dépendait aussi beaucoup du fait qu'on puisse travailler avec les plans de cohésion sociale ou pas, et d'autant plus là où il y avait des plans locaux d'intégration ou pas. Ça faisait une énorme différence dans la mobilisation des acteurs de terrain, quoi. On a zappé la question. Est-ce que, Bernard, tu peux te présenter? Quand est-ce que tu arrives au CAI? Avec quels rêves? Quelles envies? Donc moi, j'arrive au CAI en 2017. J'étais passé par plusieurs
plusieurs fonctions avant d'arriver au CAI, que ce soit en lien avec le monde de l'intégration, de l'accueil ou de l'insertion socio-professionnelle. Donc moi, en fait, j'étais d'abord passé par le secteur de l'accueil dans un centre fait d'asile pour mener une étude exploratoire sur la santé mentale des demandeurs de protection internationale, enfin des demandeurs d'asile, on disait à ce moment-là. Et donc, c'est quand même un premier travail qui était en fait en lien avec le mémoire de fin d'études que j'avais fait dans mes études de sociologie. J'arrive au CAI en 2017. Et alors, donc, je tombe dans un débat plus avancé, puisqu'on a pris la route d'un parcours d'intégration obligatoire. Moi, je l'apprends, je le découvre. Dans un premier temps, moi, ça ne me dérange pas outre mesure. Parce que moi, j'avais déjà eu ce retour par des connaissances, par des contacts dans le réseau, finalement, cette obligation, pour des personnes, ça ne va pas poser beaucoup de problèmes. Ils sont là où ils sont motivés. Ayant travaillé dans un CISP avant d'être au CAI, moi, j'avais vu aussi... on était parfois étonné de la très haute motivation des personnes étrangères à travailler. Parfois beaucoup plus que les autres publics. Par contre, j'ai tout de suite été plongé dans des débats avec l'équipe on était au cœur en fait de cette notion d'obligation qui évoluait, et on avait là une équipe de travailleurs où le discours était ok, on a maintenant un public obligé que nous devons accompagner, mais qu'en est-il nous de notre fonction de travailleurs interculturels? Le CAI, c'est quand même l'interculturalité avant tout, on l'a toujours dit. Comment est-ce qu'on fait pour conjuguer ou faire fonctionner ensemble interculturalité et obligation? Autant dire qu'en arrivant au CAI, je n'avais pas la réponse. Il a fallu y travailler, tout ça a cheminé, et puis on a avancé avec ça. Comment vous faites alors? Voilà, je poursuis. Comment résout-on une injonction paradoxale? Oui, comment on tend vers une résolution de ça? D'abord, on a un suivi des chiffres assez précis. On a mené à l'une ou l'autre prise, ici en interne, des petites analyses de la satisfaction du public suite à son parcours d'intégration. Alors là, je parle de petites évaluations qui n'ont pas vocation scientifique. D'autres études plus costaudes ont vu le jour avec l'ULB qui a mené des recherches. L'IWEPS a mené une étude également. Donc voilà, il y a d'autres services qui ont mené et où on s'aperçoit quand même que le parcours d'intégration, les personnes le suivent. On a de bons taux de présence, ça c'est facile puisqu'il y a obligation. Mais dans les espaces prévus à cet effet, les travailleurs reviennent quand même avec... il y a quand même beaucoup de moments satisfaisants où en fait la personne, elle me remercie de tout ce que j'ai mis en place et du temps que j'ai pris avec elle pour mener à bien mon projet d'intégration ou mon projet professionnel ou autre encore. Et donc, on a quand même des retours positifs et finalement pas tellement de plaintes ou d'échos négatifs sur le fait que c'est obligatoire. Ça, je dirais, c'est un premier élément à ce moment-là qui joue en la faveur de l'équipe, je vais le dire comme ça. Un autre élément, c'est que on a décidé ici au CAI, tu l'as dit, l'ADN du CAI, c'est la prise en compte des besoins des personnes. On a continué de valider cet ADN. On a continué de dire ça reste très important. Et donc, on a abordé la question en tant que telle dans des réunions d'équipe et également dans des accompagnements qui sont venus par après, où on s'est dit, OK, comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour continuer d'avoir cette posture interculturelle alors que les personnes sont obligées? On a abordé ça dans des réunions, on a échangé, on a demandé à des collègues de donner les trucs et astuces qui leur permettaient à eux de se sentir encore accompagnateurs interculturels, plus que, je vais appeler le vilain mot, plus que bilanteur social. C'est des mots qui sont utilisés, qui ne nous collent pas du tout. Et donc, par exemple, et ça c'est en accord avec la direction, parce que c'est des choix qu'on fait qui ne sont pas pris dans tous les centres régionaux, mais on fait par exemple le choix de dire, si quelqu'un demain me demande d'accompagner physiquement une personne dans un espace, parce qu'il est juste pas à l'aise pour y aller, il trouve pas le temps, il voit pas comment faire, ça n'a rien à voir avec le parcours d'intégration. C'est une démarche administrative ou c'est une rencontre avec un propriétaire pour louer un appartement. On va tout faire pour l'autoriser.
on va tout faire pour dire, ben oui, vas-y, prends le temps, go. On doit continuer de faire ce type d'action et d'autoriser l'équipe à prendre le temps de le faire. Et ça, c'est quelque chose qui a souvent été relevé par l'équipe comme vraiment important. Le fait qu'on continue de donner du temps pour des démarches autres qui ne sont pas que les démarches prévues par le parcours. Et donc voilà, finalement, l'équipe ici, elle dit que c'est quand même une clé pour continuer de pouvoir habiter la fonction avec sens. Alors je ne dis pas que tout fait sens, il y a des choses qui ne font pas sens et qui sont compliquées pour l'équipe, mais aujourd'hui si l'équipe y trouve toujours du sens, c'est parce qu'elle peut toujours accorder du temps à des démarches importantes pour la personne, peut-être pas pour l'administration, peut-être pas pour le forum ou d'autres, mais pour la personne c'est important, et donc nous on va prendre le temps avec eux. Et qui relève de l'accompagnement par excellence. Et qui relève de l'accompagnement par excellence. Et donc ça, on continue de le faire. Alors après, pour être transparent, il y a eu des périodes où ce choix était clairement mis en tension, parce que l'équipe a été débordée par des quantités de demandes excessives. Alors en plus, on a eu la période Covid, on a eu la crise ukrainienne récemment. Moi, quand je suis arrivé en 2017 au CAI, je crois que dans le rapport d'activité, on parlait entre 5 et 600 accompagnements. On est aujourd'hui à 1500. Et donc ça, c'est entre 2017 et aujourd'hui, c'est l'augmentation. L'équipe n'a pas augmenté dans la même proportion. Donc il y a quand même une pression qui s'est installée sur toute l'équipe. Alors là, après, c'est là que moi je dis, c'est la crise du travail social en général, avec énormément de demandes et moins de temps pour les travailleurs sociaux pour répondre à ces demandes. Et ça, c'est pas que dans le secteur de l'intégration, c'est partout. Alors, que veut-on donner comme temps aux travailleurs sociaux pour répondre aux besoins des gens en région wallonne ou en Belgique, ou même, à mon avis, en Europe, ça serait bien de se poser la question. Ça, c'est une autre question. Et là, on est sur des choix politiques, évidemment. Mais donc, cette crise-là, on la vit de plein fouet, comme tous les autres secteurs. Mais nous, voilà, dans les pistes de solutions, on a celle-là, celle d'accorder du temps. Alors, à un moment donné, on a décidé aussi de se donner un temps d'accompagnement et d'introspection avec toute l'équipe et avec un accompagnateur externe, une accompagnatrice externe, pour se dire là, l'évolution de ce parcours d'accueil en parcours d'intégration, cette notion d'obligation qui prend de l'ampleur, il est quand même temps qu'on marque un temps d'arrêt sur cette question avec toute l'équipe pour quand même continuer de creuser le débat de OK, comment est-ce qu'on fait pour être accompagnateur interculturel dans ce contexte-là? Donc, c'est juste pour dire que ça n'a pas pu se résoudre que dans des réunions d'équipe. Il a fallu également, pendant toute une année, genre 10 séances de 3 heures, donc un vrai processus d'accompagnement avec une experte pour dire, OK, qu'est-ce qu'on a, nous, comme outil pour y arriver? Ce travail nous a permis d'arriver à une brochure qu'on a éditée, brochure qui décrit le métier d'accompagnateur interculturel, parce que c'est bien la conclusion de ce travail, c'est que oui, la posture d'accompagnateur interculturel est encore et toujours validée, c'est la posture du CAI, c'est la posture qu'on souhaite pour l'accompagnement qu'on veut proposer aux personnes, et on doit continuer de se battre pour la faire vivre, même si c'est pas toujours évident. Donc ça, c'était juste avant la crise du Covid. Donc le travail sur cette brochure s'est fait en 2018-2019. Se donner les moyens pour une politique d'intégration, très bien. Donc on a un décret, on y a mis des moyens, donc l'équipe du CAI a pu sérieusement se renforcer pour arriver à mettre tout ça en œuvre. Mais pour réellement réussir l'intégration dans un pays comme la Belgique, je pense que c'est également des secteurs périphériques qui doivent être renforcés pour réellement permettre aux personnes de s'intégrer et de travailler. Combien de personnes dans le cadre du parcours ne nous disent pas « Comment je fais pour aller suivre les cours de français? J'ai jamais trouvé de crèche. Comment je fais pour aller aux cours de français? J'ai jamais pu me loger convenablement. » Ça, ce sont des politiques... c'est des politiques d'intégration, mais plus largement, ce sont aussi des politiques qui concernent toute la population belge, en fait. Donc, OK, une politique d'intégration avec un parcours obligatoire, mais alors, il y a des choses à faire sur d'autres sujets périphériques aussi. Donc on est dans la partie qu'on avait appelée conclusion, question transversale. C'est aussi voir, après avoir écouté l'un, avoir écouté l'autre, quel regard vous portez, quelle analyse vous portez, quelle réaction vous avez en termes d'évolution comme ça de ce parcours et de ce qu'il est, de ce qu'il a été pour le CAI. C'est une question très large.
À mon époque, entre guillemets, il y a une dizaine d'années, les centres régionaux d'intégration étaient par excellence l'opérateur fêtier de seconde ligne. Et c'était bien les associations de première ligne qui portaient, les missions d'accompagnement. Je vois que tout ça a évolué. Je n'ai pas du tout de jugement par rapport à ça. Mais voilà, je me pose cette question-là. Qu'en est-il des associations mises sur pied à l'initiative des personnes étrangères aujourd'hui? Comment est-ce que ça se passe? Par rapport au réseau des acteurs, moi je trouve quand même que ça continue d'être vraiment important de nommer le fait qu'ils sont toujours nombreux, un réseau associatif donc composé de structures privées, mais parfois aussi de services publics, et qui est toujours dense et qui fait un boulot considérable pour répondre aux besoins de toutes ces personnes en termes de formation à la langue française, en termes d'accompagnement socio-juridique, au niveau de la formation à la citoyenneté. Et donc, le parcours d'intégration, moi, je trouve ça intéressant, est quand même l'œuvre, pas d'un CRI ou de CRI en Wallonie, il est l'œuvre d'un réseau de partenaires, et je trouve ça important et rempli de sens pour les personnes aussi, de ne pas avoir qu'un seul interlocuteur. Et donc, c'est quand même enrichissant pour les personnes de pouvoir aller dans plusieurs espaces, de pouvoir se former, se nourrir dans différents lieux qui sont aussi des lieux de vie. Parce que ces associations, elles sont installées localement, ça fait vivre un vivier local, et pour nous, ça participe pleinement à la construction d'une société, du vivre ensemble, où on s'y retrouve mieux, où on est mieux outillé au niveau local. Ce serait dommage que les formations soient toutes centralisées à Namur, ça n'aurait pas beaucoup de sens pour tous ceux qui vivent en périphérie et dans le monde rural. Donc ça reste important, même si, au niveau des financements, etc., je pense que les enjeux sont costauds pour toutes ces associations qui ne parviennent pas toujours à bénéficier des subsides comme il se devrait. Voilà, donc ça c'est un enjeu important quand même pour l'avenir. Et j'ai envie de faire un deuxième atterrissage pour qu'on aille un peu de manière encore plus haut. Ça serait quoi votre parcours d'accueil de vos rêves? Si vous étiez complètement utopique, à nouveau, hein, si vous voulez répondre, vous répondez, sinon... Mais être vraiment dans une société idéale qui n'est donc pas celle qu'on connaît. Voilà, ça serait quoi Parce que sans le nommer, on sent qu'on n'arrête pas de parler de valeurs. Hein. Mais on ne travaillerait qu'à la demande, évidemment. On travaillerait au tenté, au moment où les personnes sont en capacité d'exprimer un besoin, qu'on est en capacité d'entendre aussi, parce qu'on a les moyens pour le faire, et qu'on puisse... Enfin, moi, j'ai eu la chance de travailler comme ça, dans un autre centre régional d'intégration quand même pendant quelques années, où j'avais vraiment carte blanche en termes d'accompagnement, et où j'avais l'autonomie de calibrer mon accompagnement en fonction vraiment des besoins qui étaient exprimés. Donc il y avait des familles, des couples ou des personnes en individuel que je voyais une fois par an, et ça suffisait à, compléter, mettre à jour un dossier de demande de nationalité ou de régularisation, ou que sais-je à l'époque, et puis d'autres qu'il fallait voir de manière intense parce qu'il y avait danger pour les personnes, il y avait une vraie souffrance qu'il fallait pouvoir aussi accompagner. Donc voilà, le travailleur social était au pilotage de son accompagnement avec et à côté et avec les personnes, pas pour, pas contre, encore moins contre, mais vraiment avec, à côté. Et toute cette autonomie-là, elle était précieuse. Voilà, je sais qu'aujourd'hui, on en a parlé tout à l'heure avec Bernard, c'est compliqué pour les travailleurs de première ligne dans un rôle comme ça d'accompagnement, de pouvoir à la fois rencontrer la contrainte institutionnelle, parce qu'il y a des moyens derrière, donc il y a aussi des contraintes institutionnelles, et en même temps de rester créateur de son propre travail, et du coup d'avoir l'occasion d'entendre là où les personnes sont au moment où elles le sont. Pour ma part, ce qui me vient en premier lieu, ce serait un parcours non linéaire, un parcours multiple dans lequel on s'assied avec une personne
Et on lui dit, voilà, il y a quelque chose ici qu'on appelle le parcours d'intégration, mais par quoi toi tu serais intéressé de commencer ? Qu'est-ce qui te parle et dans lequel on puisse donner une place à une réponse du type, moi ce qui me parle aujourd'hui c'est de me poser et de faire le point, peut-être aussi avec un psychologue ou peut-être aussi avec un service juridique, j'en sais rien. Mais ça devrait être en fait une étape d'un parcours d'intégration humain dans une société démocratique qui reconnaît les droits fondamentaux. Vous venez d'écouter l'un des podcasts dédiés à l'histoire du CAI Namur, réalisé dans le cadre de son 40e anniversaire. Le CAI Namur et l'IHOES remercient chaleureusement l'ensemble des personnes qui ont participé à la réalisation de ces capsules sonores, que ce soit à travers leur voix, leurs paroles, leurs souvenirs ou en tant que personnes ressources. Retrouvez l'ensemble de ces podcasts ainsi que toutes les activités du CAI sur le site web www.cainamur.be.